Salut à tous, c'est Simon, le cofondateur et CPO de Scrib. Dans cet épisode de Product Backstage, on va parler d'un sujet qui concerne toutes les startups et toutes les équipes produits. On va parler OKR et je suis allé rencontrer une entreprise dans laquelle les OKR se passent très bien, notamment dans leur équipe produit. Je suis allé chez 360 Learning rencontrer Pauline, leur VP Product. Suivez-moi. Salut Pauline. Salut. Alors, qui es-tu? Je m'appelle Pauline, je suis VP Product chez 360 Learning et ça fait 5 ans en fait que je travaille chez 360. Je suis arrivée en tant que Product Manager et puis j'ai évolué et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Cool. Alors où est-ce qu'on est? Parce qu'on est dans un cadre assez spécial du coup, mais où est-ce qu'on est ici aujourd'hui? On est dans nos bureaux parisiens. Bureau historique qu'on a depuis même avant que je rejoigne l'entreprise et auquel on tient beaucoup parce qu'ils sont assez originaux. Même si nos équipes sont pas tenues de venir au bureau et qu'on a des gens partout en France, dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis, c'est le seul bureau officiel de 360 Learning. Ok. Et du coup, c'est quoi 360 Learning? Qu'est-ce que vous faites dans ces bureaux? Dans ces bureaux ou ailleurs. On est une plateforme de formation digitale. Donc on évolue dans le domaine du SaaS, B2B, domaine RH et plus précisément le domaine de la formation. Donc nos clients, ils nous achètent pour nous utiliser pour former leurs employés, leurs partenaires ou éventuellement leurs clients. Et nous, on leur offre une plateforme qui délivre sur toute cette proposition de valeur, la création du contenu, les catalogues de contenu, le suivi des apprenants et une expérience collaborative. C'est ça qui nous distingue principalement sur notre marché. Ok, vous êtes combien dans la boîte à peu près aujourd'hui? On est environ 400 personnes, D'accord. donc répartis, ce que je disais, France, c'est le plus gros pays, ensuite les US, on est quand même à peu près 70, et puis Angleterre et Allemagne. Ok. Donc toi, tu es VP Product. Ouais. Dans ces 400 personnes, combien de personnes travaillent au produit? C'est quoi ton équipe? Combien vous êtes? Comment vous êtes organisé? Alors le produit, selon à qui on parle, on inclut tous les ingénieurs et designers et produits. Donc là, ça fait une centaine de personnes. Maintenant, dans mon équipe, c'est principalement les product managers. Ils sont 15 environ, répartis en 3 groupes. Chaque groupe a un groupe product manager qui coach plusieurs product managers dans ce groupe-là. Et je travaille également avec une project manager mobile qui travaille en fait avec tous les PM pour délivrer l'expérience sur le mobile, et une équipe qu'on appelle les tech writers qui s'occupe de toute la documentation à la fois interne et externe sur le produit. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent aussi sur la partie design? Ouais, il y a toute une équipe de design qui sont vraiment les équivalents des product managers dans leur squad. Ils sont une douzaine, je crois. Ok. Donc c'est ça, vous êtes organisé par squad? Ouais. Il y a une squad par PM, il y a une douzaine de squads, quoi, c'est ça? Ouais. C'est ça, ouais. Il y a une douzaine de squads, une squad par PM, et ensuite les scopes des squads peuvent varier, évoluer. Principalement ce qu'on a, c'est soit ils sont propriétaires d'une grosse proposition de valeur dans notre produit cœur, par exemple une squad qui s'occupe des tableaux de bord, une squad qui s'occupe de la partie création de contenu, ou alors ils sont responsables de plus petites parties ou de nos produits additionnels. On a une squad qui s'occupe de 2 produits additionnels, par exemple, de petits produits. Ouais, donc c'est vraiment par... si c'est sur ces 2 produits additionnels qui travaillent, c'est parce que c'est un même bloc de valeur un peu pour vos clients, ces 2 produits-là ou... C'est un mix entre... Alors ça, c'est ce qu'on essaie de faire le plus souvent, mais on a aussi la réalité d'un certain nombre de ressources par rapport à tout ce qu'on a dans le produit. Donc parfois, ça peut aussi juste être 2 produits. En général, néanmoins, ils ne vont pas être à 50-50 sur les 2. Il y en a un sur lequel stratégiquement on veut mettre plus l'accent en ce moment, et l'autre sur lequel on veut plus faire plus simplement de l'amélioration continue, quoi. Ok. Tu me disais que vous êtes présent dans plusieurs pays. Est-ce que ça veut dire que ton équipe elle est aussi répartie sur plusieurs pays aujourd'hui? Oui. On a commencé à avoir cette vision-là que l'équipe produit devait être internationale, je pense, il y a 1 an et demi. Donc on a recruté 3 product managers aux États-Unis. Donc sur l'ensemble des PM, 3 sur 12 qui sont basés aux États-Unis aujourd'hui. Tu m'expliquais que ce choix d'aller en recruter aux US, même si vous êtes aussi présent dans d'autres pays, c'est parce que c'est un marché qui a des vraies particularités, un peu
à la fois culturel ou légal même parfois, qu'il faut bien comprendre et connaître pour pouvoir délivrer le bon produit, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, la raison, c'est un mélange de ce que tu viens d'expliquer et aussi stratégiquement pour 360 Learning, notre avenir, il est beaucoup aux États-Unis. Bien sûr, la France, c'est notre plus gros marché aujourd'hui. On est un player établi, mais les États-Unis, c'est notre marché qui est en croissance la plus rapide et puis il est très très gros. Donc, c'est aussi pour s'aligner avec la stratégie de l'entreprise qui est s'attaquer au marché américain qu'on fait ça. Okay. Et pour s'attaquer au marché américain, moi je trouve qu'avoir des gens dans l'équipe produit qui sont capables de représenter ce marché, c'est très important. Et à la fois d'être, à l'inverse, de le représenter vis-à-vis du reste de l'équipe produit, mais aussi de représenter le produit sur ce marché-là. Exactement. En étant en contact direct des clients. Oui, contact direct avec les clients et aussi les autres équipes de 360 Learning qui sont là-bas. Je disais, ils sont 70, certains qui travaillent côte ouest. Donc en fait, si on veut pouvoir échanger simplement et facilement avec eux, c'est un peu compliqué avec toute l'équipe produit qui travaille depuis la France. Donc en ayant des product managers sur la côte est, on arrive à créer beaucoup plus de liens avec toutes les équipes commerciales qu'on a aux États-Unis, en plus de nos clients américains. Donc 12 PM, 3 groupes PM, 3 de CPM qui sont à l'étranger. Pour organiser tout ça et aligner tout le monde, vous avez adopté il y a quelques temps maintenant la méthode des OKR, alors à la fois dans l'équipe produit mais plus globalement dans la boîte. Et tu me disais que ça marchait particulièrement bien chez vous. Est-ce que ça te va si on va regarder tout ça en détail? Ouais, allez, on y va. C'est parti alors. Donc tu me disais que voilà, tu as une équipe produit avec une douzaine de PM, dont plusieurs qui sont à l'étranger, et que pour bien aligner les gens, vous avez adopté la méthode des OKR. Est-ce qu'on pourrait redonner un peu une définition, si jamais il y a des gens qui découvrent encore un peu ce concept? Comment tu présenterais, toi, les OKR? Ouais, donc la définition déjà de l'acronyme, puisque c'est un acronyme OKR, Objectives and Key Results. Et comment ensuite, moi, je le définis, c'est un ensemble de... C'est un plan, en fait, d'action pour atteindre nos objectifs qu'on définit à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle d'une équipe ou même à l'échelle d'un individuel. On clarifie quels sont les objectifs, on clarifie les résultats qu'on veut atteindre les résultats intermédiaires qu'on veut atteindre pour atteindre cet objectif. Donc ça, c'est les Key Results. Et à l'intérieur des Key Results, en fait, on décrit ce qu'on va faire, ce qu'on compte faire pour atteindre ces résultats-là. Et donc le raisonnement, c'est... on se met des objectifs très haut niveau, très aspirationnels. Ensuite, on met des key results très concrets, mesurables et atteignables, où on croit sincèrement que si on atteint ces résultats-là, on va dans la bonne direction par rapport à l'objectif. Et les initiatives, c'est le plan. Les initiatives, ça peut changer au cours du temps. Si jamais on trouve une meilleure façon d'atteindre nos key results, on change d'initiative. Et souvent, ce qui est fait, c'est que c'est quand même un peu global à la boîte. C'est-à-dire qu'il y a des OKR pour l'entreprise qui, après, vont se retrouver à l'échelle de chaque équipe pour s'assurer que tout le monde va être bien aligné et va travailler dans la même direction, quoi. Oui, c'est ça. En fait, la puissance des OKR, pour moi, elle est double. Déjà, ça permet d'aligner sur toutes les strates de l'organisation tout le monde, parce que l'entreprise, elle va définir ses propres OKR. Donc chez nous, ça se fait tous les ans avec une mise à jour éventuellement tous les 6 mois au milieu de l'année, quoi. À l'instant où l'entreprise, le CEO communique là-dessus, on comprend tous où est-ce qu'on doit amener la boîte sur les 12 prochains mois. Et ensuite, les équipes elles-mêmes en déduisent leurs propres objectifs qui doivent être liés aux objectifs de la boîte. Donc, c'est une façon de transmettre des objectifs de la boîte de façon top-down et en même temps de laisser les individuels et les équipes proposer leur plan ou leurs propres objectifs pour contribuer à l'objectif plus global de la boîte. Le comment on va arriver à atteindre ça, c'est les équipes en autonomie qui le proposent. Après, justement, et la puissance, c'est que ça crée une discussion entre les personnes au-dessus et les personnes en dessous, à un certain niveau donné, sur, voilà, moi, les objectifs que je donne à l'équipe, c'est ça, ça et ça. Vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour atteindre ces objectifs-là ? Et puis là, on en discute. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on n'est pas d'accord ? C'est suffisamment ambitieux ? Pas assez ambitieux ? Est-ce qu'on oublie quelque chose ? Ça permet de créer cette discussion-là et d'aligner tout le monde avant de se lancer et de commencer à délivrer. Alors, pour comprendre concrètement, demain, j'arrive dans ton équipe en tant que PM.
C'est quoi les différentes étapes par lesquelles on passe, tu vois, parce que tous les gens qui arrivent dans ton équipe ne sont pas forcément déjà familiers avec cette méthode. Ouais. Et puis après, comment, à quelle fréquence vous travaillez sur ces sujets? Est-ce qu'on peut regarder tout ça? Ouais. Alors, quand on arrive chez 360 Learning, dans l'équipe produit ou pas, tout le monde, dans son onboarding, passe par une formation sur les OKR. Ok. Ça tombe bien, nous, notre produit, c'est un produit qui permet de délivrer ce genre de formation-là, donc on fait tout ça dans le produit. On a une formation comme celle qui est ici à l'écran, Mastering OKRs at 360 Learning, où on voit que, là c'est la dernière version, il y a 233 personnes dans la boîte qui ont suivi cette formation-là, et qui est faite pour les personnes chez 360 Learning qui vont devoir comprendre le processus et puis délivrer ensuite sur leurs OKR. On a deux cours. Un, sur quel est le process global, et deux, concrètement, comment construire tes propres OKR. Ok, donc quelles notions vous leur transmettez du coup à l'intérieur de ce training-là? Donc si on va... Comme ça, on voit votre plateforme aussi. Ouais, voilà. Non, mais je suis ravie qu'on puisse faire d'une pierre deux coups. On leur explique comment fonctionnent les OKR, qu'est-ce qu'un OKR, et comment ça fonctionne chez nous, chez 360 Learning. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais c'est d'abord l'entreprise qui définit ses OKR, puis ensuite les équipes. Ça, c'est ce qui est décrit en fait sur l'écran ici. On explique comment communiquer autour des OKR à l'échelle de la boîte, à l'échelle de ta propre équipe, avec ton manager. Donc on explique le processus top-down et le process bottom-up, et ensuite on explique pas à pas qu'est-ce qu'un bon objectif, qu'est-ce qu'un bon key result, donc OKR, les initiatives dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'une bonne initiative. Comme c'est une formation, on fait des tests, on pose des questions, est-ce que ça c'est un bon exemple d'OKR ou pas. Voilà, on aide un nouvel arrivant chez 360 Learning à s'acclimater à la notion. Okay. Ensuite, dans l'équipe produit, moi ce que je fais, c'est que je lui demande pas tout de suite d'écrire ses OKR quand il vient d'arriver. Je lui donne des OKR déjà écrits par son prédécesseur, par son coach, par quelqu'un d'autre, pour qu'il puisse se l'approprier en 2 temps, 3 temps, disons. D'abord, tu fais la formation, ensuite, tu suis des OKR qu'on a écrits pour toi pendant un trimestre, et comme ça, quand tu vas devoir les écrire toi-même, à la fin de ce trimestre-là, tu auras déjà les armes, tu auras déjà compris plein de choses, et il y aura un taux de succès, on va dire, sur ta première écriture d'OKR qui sera plus important. Ok. Ça veut dire aussi que quand la personne arrive dans ton équipe, elle a des choses assez concrètes finalement à accomplir, des résultats à aller chercher, et la page elle n'est pas blanche. Ouais. Quoi, en fait. On a testé les deux, hein. On a testé aussi de dire, tu arrives, tu comprends le produit, et puis tu écris tes propres OKR une fois que tu as fini ton onboarding. C'est très dur. C'est très dur. Souvent, en fait, on perd du temps, et puis ça déstabilise beaucoup aussi les nouveaux arrivants qui sont quand même si la période d'onboarding est finie, ils ont encore besoin d'être encadrés, ils n'ont pas la vision sur tout le produit, sur notre vision et tout. C'est plus simple en fait pour tout le monde de te mettre sur les rails et que tu t'appropries ensuite le train, quoi. Plutôt que de dire trouve les rails et puis après trouve un train. Ok, très clair. Donc ça, quand ils sortent de ce training, normalement ils sont bien au fait de la méthode, de ses bénéfices, de la manière dont ça marche, et on leur attribue donc leurs premiers OKR. Ouais. Ces OKR, ils ont été écrits à un moment donné, et puis même lorsqu'ils sont terminés, on va rentrer dans une nouvelle phase d'écriture. C'est quoi? Vous fonctionnez à l'échelle de trimestre, c'est ça, pour définir des nouveaux OKR? C'est ça. L'entreprise, elle fait à l'échelle de l'année, et nous, dans l'équipe produit, on fait à l'échelle du trimestre. Moi, je redéfinis des objectifs à l'échelle de l'équipe produit tous les trimestres, et toutes les squads, puisqu'on fonctionne en squad, elles-mêmes vont se redéfinir leurs propres objectifs à l'échelle du trimestre. Ok. Comment ça se passe? Est-ce que ça se fait dans un outil, dans des documents? Est-ce que vous vous mettez tous dans cette salle de réunion ici, là, et puis vous réfléchissez sur le contenu? Vraiment, ça se matérialise comment un peu cette phase-là? Donc la phase d'écriture des OKR, elle commence toujours dans le mois qui précède le nouveau trimestre. Donc là, par exemple, pour écrire les OKR du 2e trimestre, on va commencer courant mars, le plus tôt possible au mois de mars. Moi, je vais communiquer pour dire, ça y est, il faut commencer à réfléchir à ce qu'on va faire au prochain trimestre. Donc je fais une communication comme celle-ci. Voilà, on voit le 5 mars, j'ai communiqué sur une première version qu'on peut encore éditer, sur laquelle d'ailleurs ils peuvent me challenger, parce que, encore une fois, c'est un outil pour dialoguer entre le management et puis les individual contributors. Et donc on est le 5 mars,
et tu as déjà proposé une première trame. Ouais, c'est-à-dire que ton équipe, elle commence à voir la fin du quarter, parce qu'on est début mars, et elle va se préparer pour que tout soit prêt le 1er avril, quoi. Ouais. Mais toi, dans ton rôle, le sujet des OKR du prochain trimestre, il a démarré dès février, en fait, finalement, quoi. Ouais, bon, début mars, fin février, disons que je commence à y réfléchir fin février, et le draft, c'est pas non plus si compliqué que ça, je trouve. C'est pas parce qu'on les écrit tous les trimestres qu'à la fin d'un trimestre, on sait pas du tout ce qu'on a envie de faire après. Si, en fait, on sait. Et là, il s'agit surtout de formaliser les objectifs, formaliser des résultats concrets, mais notre stratégie, elle n'est pas réinventée chaque trimestre. Ok, donc là, tu les alertes, genre, voilà, il y a une première version qui est disponible. Ça ressemble à quoi, ce document-là, cette proposition que tu leur fais ? Alors, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc ici, là, je vous montre les OKR du précédent trimestre. En fait, ce sur quoi il faut se concentrer ici, c'est cette partie-là, où je leur dis, bon, bah voilà, nous, on se met ce trimestre 4 objectifs différents dans l'équipe produit. Voilà les résultats que j'ai envie de voir à l'échelle de l'équipe produit et qui, parmi vous, sont les propriétaires de ces résultats-là. Donc ici, par exemple, on voit qu'il y a des objectifs qui sont liés à signer des nouveaux contrats, créer plus de bookings, des objectifs qui sont liés à la sécurisation de nos clients actuels, des objectifs qui sont liés à la proposition de valeur, notre différenciateur clé dans notre produit, et enfin un objectif lié à l'équipe en elle-même, des process internes à l'équipe produit. Toi, en tant que manageuse de cette équipe, ton objectif avec cette première version, c'est qu'après ça déroule, qu'ils puissent répercuter ça à l'échelle de leur squad, ou tu as surtout envie que ça crée de la discussion, que vous échangiez ensemble sur, entre guillemets, le bien fondé de ces objectifs par rapport à ceux de l'entreprise. C'est quoi ton but à toi en proposant cette version-là ? C'est un peu des deux. Moi, je me dis quand même que je ne suis pas à côté de la plaque dans ce que j'écris, donc normalement, il devrait y avoir 80% des sujets écrits ici où il n'y a pas vraiment de discussion. Il faut qu'il y ait de la place à se faire challenger. Moi, je veux que mes équipes elles me challengent dans tous les sens, c'est ce que je disais. Peut-être qu'il faut ajouter des choses auxquelles je n'ai pas pensé, peut-être qu'ils vont me dire que c'est trop, peut-être qu'ils vont me dire que ce n'est pas assez précis, ils vont challenger les mesures du succès, par exemple, bon, ce genre de choses-là. C'est important, ça crée l'espace pour cette discussion, et une fois que la discussion elle est finie, moi je vois aussi un peu ça comme un contrat qu'on signe ensemble dans l'équipe. On se dit, bon, bah, on est tous d'accord sur le fait que c'est ça qu'on a envie de faire ce trimestre. Donc c'est important parce que ça veut dire qu'on s'est mis d'accord. Et c'est un fait et on ne reviendra pas dessus. Alors justement, toi dans ce draft que tu leur proposes, à quel point tes pairs, managers et manageuses d'autres équipes, tu vois, revenus, ops, enfin voilà, à quel point ils interviennent avec toi là-dessus, à quel point tu les sollicites, tu as des inputs, j'imagine, quand même, de ces équipes-là aussi pour pouvoir prendre des décisions. Donc, par rapport aux autres équipes, je ne vais pas leur faire une communication du genre bon, bah voilà, on est en train d'écrire nos OKR, est-ce que vous avez des suggestions ? Qui veut quoi ? Oui, voilà. Déjà parce que bon, je trouve que ce n'est pas un message fort et stratégique. Et en plus, parce que eux, en fait, ils sont surtout intéressés, par exemple les équipes revenues, par la résolution de leurs problèmes, les problèmes qu'ils ont sur lesquels moi je peux avoir un impact. Ce que je mets en place, etc., c'est mon affaire après à moi. Donc en fait, ils sont sollicités, évidemment, et ils ont un impact fort sur ce qu'on va mettre dans les OKR, mais c'est plutôt via des discussions continues qu'on a sur les grands enjeux produits dans la stratégie des différentes équipes. Ouais, même en cours de quarter, vous n'attendez pas ce point de synchro. Oui, voilà, au fur et à mesure, et moi j'ai cette information en continu, et d'ailleurs les OKR sont un moyen pour moi de le traduire en quelque chose de très concret pour mes équipes qui n'ont pas forcément autant de feedback en continu des leaders, des équipes sales, des équipes customer success, marketing, etc. Donc vous passez plusieurs heures, comme tu me disais, à les écrire, à discuter sur ces 20% qui peuvent être un peu laissés plus libres, entre guillemets, dans ton draft au départ. Une fois que tout ça est bien acté, c'est quoi l'étape d'après, en fait, concrètement ? Donc moi, je considère juste que c'est bien acté quand on a les objectifs, les key results, on a des initiatives. Les initiatives, on n'est pas obligé d'avoir toutes les idées, mais si on a 0 plan au début du trimestre, c'est quand même inquiétant. Donc il faut qu'on ait quelque chose, une priorité et un timing.
Ça va nous permettre, tout au long du trimestre, de mesurer et de s'assurer qu'on se concentre bien sur les bonnes priorités et de comprendre si on est bien ou si on est en retard. Si on ne met pas de timing et qu'on attend la fin du trimestre pour réaliser qu'on est en retard sur tout, ça va pas le faire, quoi. Ça, c'est un peu spécifique à votre usage des OKR, c'est pas dans la méthode d'origine. C'est dans notre template quand même, Ouais. donc je dirais à l'échelle de tout 360, Oui. c'est une opportunité qui est donnée aux équipes. Pour moi, c'est particulièrement important parce que au moment où je challenge sur les OKR, ça va me permettre d'avoir ces discussions-là. S'il n'y a pas de timing et que j'ai l'impression qu'ils ont prévu trop d'initiatives, je vais leur dire mets un timing, tu vas voir que ce que tu proposes, c'est impossible. Okay. S'ils ont que des priorités 1, je vais avoir cette conversation avec eux, de leur dire tu vois bien qu'on ne va pas y arriver et qu'il faut mieux prioriser. Bon. Donc je considère quand même que c'est des outils importants, même si ce n'est pas des objectifs et ce n'est pas des key results, c'est des informations supplémentaires sur on va dire, le cœur des OKR, quoi. Les OKR, on le voit un peu sur tes documents, mais donc il y a un score de complétion qui donne à la fin un score de complétion un peu global de la squad et peut-être de l'équipe produit. Est-ce que vous, comme vous avez cette notion de priorité entre les différents objectifs, est-ce qu'il y a aussi une forme de pondération sur ce score de complétion ? C'est-à-dire, tu n'as fait que tes 2 objectifs de priorité 1 et ton objectif de priorité 2, par exemple, tu n'as pas eu le temps de le finir. On considère quand même que le boulot a été fait parce que ce qui était vraiment le plus important a été délivré. Est-ce que vous avez cette notion de pondération un peu des sujets ? Effectivement, donc ça c'est important de regarder le taux de complétion et de s'assurer qu'on n'est pas en train de délivrer sur tous nos objectifs P3 et puis ne pas du tout avancer sur l'objectif P1. Donc la priorité, elle donne une indication de ce qui est attendu sur le taux de complétion. P1, on attend 100%, c'est super prioritaire, c'est le truc qui va mesurer vraiment le succès de la squad. P2, c'est 70% de complétion. Si on a atteint certains des key results, mais pas tous, ou qu'on est un peu en retard sur certains des key results, c'est accepté. P3, ils sont vraiment là, pour moi, c'est opportuniste. C'est des petites choses qu'on va faire avancer au cours du trimestre et l'enjeu est faible si jamais on ne délivre pas dessus. Ok, mais et dans le suivi des performances des gens dans ton équipe, j'imagine que c'est un outil aussi important en fin d'année, par exemple. Cette exactement. année sur tes OKR. Du coup, le fait d'avoir délivré tous ces P1, par exemple, mais d'avoir délivré aucun P3, si je prends des cas un peu extrêmes, ça ne voudrait pas dire nécessairement que la personne elle a sous-performé parce que les trucs qui étaient vraiment hyper importants ont bien été délivrés, quoi, c'est ça ? Oui, et puis nous, je pense que par rapport à la performance, on le regarde plutôt qualitativement que quantitativement. Donc on ne va pas créer une formule qui pondère les taux de complétion en fonction du niveau de priorité. D'accord. Peut-être qu'il faudrait, mais c'est un niveau de complexité supplémentaire et je n'ai pas le sentiment à ce stade qu'on en ait besoin. Okay. Donc on va plutôt effectivement aller regarder le chiffre global. Si ton taux de complétion c'est 50%, il y a quelque chose qui s'est passé et on va aller regarder à un niveau plus avancé. Et évidemment, en fait, les coachs et les managers, les P1, ils les ont en tête. Parce que probablement que les P1 d'une squad, ils sont directement liés de façon aux P1 de toute l'équipe produit. Ouais. Donc on n'a pas besoin d'avoir mis en place un processus avec des métriques très très fines de taux de complétion. Ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on a délivré ou pas dessus. Ok, donc si je reviens à la question que je posais, c'est une fois que ce travail-là est bien terminé, d'écriture, etc. Comme on disait, vu que la méthode OKR, c'est une méthode aussi d'alignement à l'échelle de l'entreprise et de pouvoir s'assurer que tout le monde se coordonne bien et travaille dans la même direction, comment est-ce que tu reviens vers les autres équipes après pour leur communiquer finalement les arbitrages peut-être qui ont pu être faits ou justement ce niveau de priorité sur les différents sujets, comment ça marche ça ? Donc les autres équipes, je ne vais pas aller leur communiquer les OKR à l'échelle de toutes les squads. On a 12 squads, ça ne sert à rien. Je vais plutôt communiquer sur les objectifs de l'équipe produit en général. Donc je retourne dans Trello. Ici, là, on a un exemple d'une communication que j'ai faite pour un OKR précédent, où j'ai dit, ad board, donc j'ai vraiment notifié toute l'entreprise quasiment, en leur disant, on a 4-5 objectifs principaux, et voilà à peu près ce qu'on va mettre en place et les key results qu'on va mesurer.
Et puis ils ont le lien, s'ils veulent aller faire des commentaires et puis aller plus dans le détail de savoir comment on va le faire, etc. Ok. Est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé qu'à ce stade, c'est sans doute trop tard, mais ça peut arriver parfois que du coup d'autres équipes se disent « mince, on ne s'attendait pas à ça ». Est-ce qu'il y a un peu de challenge parfois ou quand c'est tranché, voilà, on ne revient plus dessus Moi, je pense qu'il faut toujours être agile et c'est pas parce qu'on a des process qu'on ne peut pas entendre que les besoins du business évoluent. Ça peut arriver qu'on publie, on communique sur nos OKR au début du deuxième trimestre, puis il y a quelqu'un qui arrive et qui dit non mais là je suis pas d'accord et tout. Bon, faudrait quand même beaucoup se remettre en question, je pense, au global. Hein, pourquoi est-ce que cette personne, si elle attendait quelque chose du produit, pourquoi ça n'a pas été communiqué avant? Si ça a été communiqué, pourquoi est-ce que nous, on ne l'a pas inclus? Bon, c'est plutôt un fail, je pense, à l'échelle de l'organisation si ça arrive comme ça. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est pour moi le mode de fonctionnement idéal, c'est il y a un canal de communication continu entre le produit et toutes les équipes qui ont besoin du produit, qui fait qu'en fait, on sait. On construit quand même le produit pour nos clients et puis pour les autres équipes au final. Donc on ne construit pas parce que c'est joli. Donc leurs besoins, on en tient compte forcément quand on écrit les OKR. Ce qui peut se passer, en revanche, plus probablement et qui serait moins à considérer comme un fail, c'est il y a un gros virage, un gros changement dans certaines priorités, que ce soit côté tech ou côté business, après qu'on ait écrit les OKR. Ouais. En cours de trimestre. Voilà, en cours de trimestre, en fait, on a un énorme deal. Si on signe ce nouveau client, ce serait le plus gros client de toute notre base client. Mais il faut reprioriser évidemment, on s'adapte. L'objectif, c'est pas le process pour la beauté du process. L'objectif, c'est servir les besoins de l'entreprise. Et en général, ce qu'on fait dans ce cas-là, on remonte aux OKR de l'entreprise. Parce que si les OKR des squads, ils peuvent être fortement impactés par ce genre d'imprévu côté business, à l'échelle de l'entreprise, il y aura probablement moins d'occurrences de gros re-challenge des objectifs de l'entreprise. Donc on remonte, on se dit « Ah ok, c'est bien aligné. Ce qui est le plus aligné avec les objectifs de l'entreprise, c'est que je change mes OKR, je les change. » Donc ce boulot annuel, il est fondamental en fait aussi pour la réussite des OKR. C'est pas juste en fait un petit suivi de tâches au quotidien, c'est l'étoile qu'on veut atteindre, quoi, c'est celle-ci. Donc, en cours d'année, on va toujours se référer à ça quand il y aura un doute, quoi. Après, il y a ça, et puis les OKR, ça remplace pas le bon sens. Je te donnais tout à l'heure l'exemple de si jamais, je sais pas, il y a un gros bug qui fait planter la plateforme, évidemment, c'est dans les crises OKR nulle part, parce que c'est une tâche récurrente de maintenir la plateforme en état de fonctionnement. Donc si jamais il y a un gros problème, évidemment, ça devient une priorité plus importante que la plupart des OKR. Et donc on va déprioriser certaines tâches qui étaient dans les OKR et c'est la bonne chose à faire. Ok, très clair. Ça, c'est la communication de l'équipe produit vers le reste de l'entreprise. Après, en cours de quarter, comment au sein de l'équipe produit, du coup, vous faites ce suivi et comment vous échangez en interne sur le niveau d'avancement, les difficultés éventuellement qui pourraient intervenir pour y arriver, comment ça marche? Le suivi se fait à plusieurs échelles. Déjà, au sein de la squad. Quand même, une des valeurs des OKR, c'est aussi de donner de l'autonomie et responsabiliser les personnes qui vont vraiment délivrer l'impact, donc les squads. Donc eux, ils en parlent régulièrement pendant leur weekly meeting, en synchrone, en asynchrone, comme ils veulent, mais c'est quand même quelque chose de central sur leur vie de squad. Ensuite, le product manager, il va en parler avec son coach, le groupe product manager, régulièrement, pendant leur point aussi de coaching. On va regarder où est-ce qu'on en est dans les OKR, ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien, et le coach, il va plutôt concentrer ses efforts là où ça se passe le moins bien, ou là où il va pouvoir aider à atteindre les OKR. Avec moi, et avec toute la squad et avec les coachs, il y a aussi des points formels au début d'un trimestre et au milieu d'un trimestre pour parler des OKR, et aussi on en profite pour parler d'autres sujets en fait de la squad. Donc au début du trimestre, qu'est-ce qu'on fait? On fait le bilan sur les OKR du précédent trimestre, on présente les nouveaux OKR, et au milieu du trimestre, on fait le bilan sur où est-ce qu'on en est pour les OKR en cours.
C'est individuel avec chaque PM, ça? C'est avec chaque squad. C'est avec chaque squad. Okay. Donc, y compris le designer, les développeurs qui sont au sein de la squad, quoi. Tout le monde. Toute la squad est là. Et l'idée, c'est déjà de se féliciter de ce qu'on a réussi à accomplir. Et puis d'avoir des vraies discussions sur ce qui n'est pas encore accompli. Est-ce qu'on est toujours confiant? C'est les questions que je leur pose. Vous me présentez que vous avez X% de complétion de vos OKR. Sur ce qui reste, est-ce que vous êtes confiant que vous allez réussir à les atteindre? Oui, non. Ce sur quoi vous n'êtes pas confiant, on en discute. Si vous êtes sûr en fait que c'est mort, qu'on ne va pas les atteindre, moi je préfère qu'on se le dise tout de suite, qu'on l'écrive dans le fichier. En fait, on n'atteindra pas cet objectif, on le dépriorise. Et on se reconcentre sur ce qui va vraiment apporter de la valeur. C'est aussi à ça que ça sert les OKR, ça sert à se concentrer. Et donc plus on avance dans le temps, plus on se rend compte de ce qu'on va réussir à délivrer ou pas. On enlève ce qu'on n'arrive pas à délivrer pour se concentrer sur là où on peut avoir le plus d'impact. Donc ça se matérialise comment? C'est un meeting, c'est sur la base de ces documents que tu nous as montrés, le spreadsheet, il y a d'autres supports que vous utilisez? La source de vérité sur les OKR, c'est toujours la spreadsheet que je t'ai montrée, et c'est ça qui est censé être mis à jour quand même très régulièrement, toutes les 2 semaines, ou toutes les semaines. Il n'y a pas de process pour ça, mais en gros, le contrat entre les équipes et moi, c'est que si je vais voir le document, il doit être quand même plutôt à jour. Ensuite, on a un meeting, donc je disais avec la squad, avec le groupe product manager, avec moi, avec le CTO aussi, toutes les 6 semaines. Et là, on a un support à ce meeting qui est un deck, qui va ressembler par exemple à ce qu'il y a ici. Juste avant qu'on rentre là-dedans, tu évoques le CTO, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici. À quel point ce draft, peut-être que tu proposais au départ, tu le coécris avec lui, parce que si ça concerne le boulot des squads, dans les squads, il y a des développeurs. Est-ce que du coup, il y a un travail en commun ou c'est plus de la synchro et lui en fait d'autres de son côté? Comment ça marche? Ils ont des OKR en plus, côté engineering. Il y a aussi des équipes côté engineering qui ne sont pas du tout en squad, et par exemple l'équipe sécurité, l'équipe DevOps qui ont leur propre méthodologie OKR qui est très similaire à la nôtre, mais voilà, ils ne vont pas se baser sur ce que moi j'ai écrit forcément. On n'a pas un process très établi. Parfois, on va, en fonction des sujets, là aussi, on a quand même un canal de communication régulier tout au long de l'année. On sait qu'il y a des sujets importants qui arrivent côté produit, côté engineering, et chacun en déduit des choses à proposer à ses équipes. Lui, il est également notifié, comme moi, par les squads pour aller challenger les OKR. Et il a de la marge de manœuvre pour faire ça, parce que quand je mets des OKR à l'échelle de l'équipe produit, je sais que les squads, elles ne vont pas faire que des choses qui sont dans les OKR de l'équipe produit. Les OKR de l'équipe produit, c'est les choses les plus importantes à l'échelle de tout le produit, et ce sur quoi moi je vais me concentrer particulièrement ce trimestre-là. Donc il faut que tout ce que je mets dedans, ça se retrouve dans les OKR des squads. Donc il y a une implication, mais il n'y a pas bijection. Dans l'autre sens, eux, ils peuvent aussi ajouter d'autres objectifs ou d'autres key results qui peuvent venir d'autres équipes. Par exemple, l'engineering, ils vont demander à améliorer certaines performances, à changer, passer sur un nouveau langage. Voilà, c'est des bons exemples, parce que parfois on sait qu'il y a des besoins de refacto de certaines parties du produit, qui peuvent être des projets plutôt longs, tu vois, ça peut arriver. Donc dans ces cas-là, des objectifs très produits, très fonctionnels, on va dire, peuvent demander à être un peu décalés pour que ce projet très technique puisse être fait. Donc il y a besoin de synchro quand même de temps en temps sur ce genre de sujet, quoi. Ouais, la plupart du temps, donc on remonte aux objectifs de la boîte, parce que même si c'est des objectifs techniques, ils doivent venir contribuer à un des objectifs business de la boîte. Et puis, moi je trouve que c'est très important d'arriver à les lier, encore une fois, avec du bon sens, à des objectifs business. Et franchement, je ne vois pas un seul objectif tech dont on parle chez 360 en tout cas, qu'on ne soit pas capable de relier à un objectif business. Qui serait que tech. Par exemple, on doit améliorer la sécurité en continu. Et on augmente d'ailleurs notre niveau d'exigence en sécurité dans notre produit. Ça, c'est nécessaire si on veut avoir des plus gros clients qui vont être plus exigeants en sécurité. En fait, du coup, l'arbitrage se fait naturellement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos clients enterprise ? Il y a des fonctionnalités, et puis il y a la sécurité qui a complètement sa place dans les OKR. Et inversement,
J'ai aussi des exemples de fois d'une fois, je pense à un exemple spécifique, où j'avais un peu baissé les bras sur l'objectif business. On devait changer, faire un refacto du code des mails, donc toutes nos notifications. Donc l'objectif qu'on avait donné n'était pas hyper stratégique, c'était un pourcentage de mails qui avaient été migrés dans le nouveau... Bon, et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que tous ces mails-là, ils performaient sensiblement mieux que les anciens, en termes de taux de clic, taux d'ouverture, parce qu'en fait, puisqu'ils bossent dessus, ils refont le wording, ils refont le design, ils réfléchissent, ils suppriment les... Et donc, en fait, c'est devenu un objectif business. Là, je me suis dit... j'aurais dû y réfléchir plus et arriver à cette conclusion-là en amont, que si on retravaille sur les mails, on doit aller au bout du truc. Et donc maintenant, tous ces mails-là, ils ont 30% de taux d'ouverture en plus. Donc ça, c'est un vrai incentive pour les squads, et pas se dire juste il faut migrer du code parce que c'est bien. Non, en fait, on va améliorer les performances de nos emails en faisant ça. Ok, très clair. Je referme cette parenthèse du coup. Tu allais me présenter un peu ce support d'échange au sein des squads. Est-ce que tu peux nous le présenter du coup ? Ouais. Donc c'est un template qu'on donne aux squads. Là, on essaie quand même d'avoir quelque chose de systématisé pour que des interlocuteurs comme moi qui vont participer à ces meetings avec toutes les équipes, on comprenne un peu ce qui se passe, qu'on puisse s'y retrouver. On commence par les OKR, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est achieved, qu'est-ce qui est à risque, on a une discussion là-dessus. Et on parle un peu de la roadmap, de ce qui a été délivré par la squad et de ce qui est en train d'être développé. Les différentes parties prenantes de la squad peuvent aussi donner des updates sur ce qu'ils ont délivré récemment, que ce soit côté tech ou côté design. Et on fait un update sur la team, comment ils se sentent. Donc on appelle ça OKR meeting, mais en fait ça inclut d'autres éléments de discussion, mais qui sont importants, je pense, pour comprendre pourquoi une squad atteint ou atteint pas ses OKR et pour pouvoir aider la squad à atteindre ses OKR. Si je te fais avancer là, dans le fichier, voilà à quoi ressemble la page qui correspond aux OKR. On dit où est-ce qu'on en est, 71% ici à mi-quarter, donc ils sont quand même plutôt bien avancés, cette équipe. Ils mettent en avant ce qui a été fait, ça c'est super. C'est aussi pas ce sur quoi on va passer le plus de temps. On va plutôt regarder ce qui est in progress, comment est-ce qu'on peut passer de in progress à done. Et puis on va regarder ce qui n'est pas encore commencé, ce qui est à risque, pour avoir ces discussions-là et les aider. Et donc ici, tu as la version avec les chiffres. Moi, ce qui va m'intéresser, là, c'est les 7%. Pourquoi c'est late et behind, ces 7%-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? On hold, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Comment je peux débloquer? On track, comment je peux accélérer? On est d'accord que du coup, toutes ces données, on les retrouverait dans le spreadsheet. Exactement. C'est juste une manière différente de les partager. Elles sont tirées du spreadsheet, c'est juste que c'est plus sympa de regarder ça sous ce format-là plutôt que sous un format spreadsheet. Et puis je veux aussi avoir tout de suite la discussion de ce qui est late, behind et on hold. Disons-nous les choses franchement. Est-ce qu'on pense qu'on a une chance de les atteindre? Si oui, on fait le maximum. Si on pense qu'on ne va pas les atteindre, on se l'avoue. On fait notre deuil et on se concentre sur ce sur quoi on peut avoir un impact. Donc si j'avance, là ils mettent un peu plus de détails. Donc ça c'est des screenshots du fichier des OKR. On parle un peu plus en détail de certains projets qui sont en cours. On va venir parler de ce qui a été délivré récemment, ce qui va être délivré bientôt. Voilà, les achievements, c'est vraiment un moment où chacun peut aussi mettre en avant son travail. Et c'est un moment pour moi de motivation des équipes, clairement. Et c'est pour ça qu'on a ce slide sur l'équipe. Le meeting, il doit durer 45 minutes. Moi, je veux qu'on passe minimum 10 minutes sur ce slide-là. Parce que c'est aussi notre rôle en tant que coach qui sommes là pour les aider à atteindre leurs objectifs. S'il y a un problème dans la team, parce que le staffing n'est pas au niveau des objectifs, parce qu'il y a des problèmes, nous, notre rôle, là, c'est de les adresser tout de suite, et de façon transparente, et d'apporter des solutions pour que l'équipe elle puisse se reconcentrer sur apporter de la valeur. C'est hyper clair, on voit bien, on a bien compris, je pense, le début, j'arrive chez vous, il y a le training. Et puis il y a ces phases de construction où tu proposes un draft, on échange, même à l'échelle de l'entreprise, etc. Et puis après, on déroule et on a ces points de suivi. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que ça marche bien chez vous? Est-ce qu'il y a
une secret sauce un peu, tu vois, qui fait que vraiment c'est un outil utile. Parce qu'il y a plein de boîtes qui ont essayé de les adopter, chez qui ça n'a pas bien marché, ou tu vois, c'est un peu douloureux, où les gens voient pas toujours la valeur par rapport à un outil si je prends l'exemple d'un développeur, un outil plutôt de gestion de ses tickets, enfin tu vois. D'après toi, qu'est-ce qui fait que ça a l'air de rouler chez vous ? Déjà, on a formé tout le monde là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment un socle commun de compréhension de ce que c'est. Après, les formations, ça ne démontre pas la valeur. Ça t'explique ce que la valeur, et puis après, tu peux y croire ou tu peux ne pas y croire. Mais bon, c'est déjà un premier élément, je pense, qui est important. Ensuite, le management est convaincu. Et pour le management, c'est très important. Et je pense que là, en tout cas, au sein de l'équipe produit, je pense que ça apporte vraiment beaucoup. Moi, je passe des heures au moment de l'établissement des OKR. C'est-à-dire que chaque squad passe quelques heures, mais moi, je passe des heures avec toutes les squads à travailler là-dessus. Ça génère des discussions et on ne peut pas nier que ces discussions-là, elles sont importantes et intéressantes. Ça crée des micro-preuves de valeur qui font que les gens adoptent le système. Ensuite, ça fait, je pense, 4 ans qu'on a mis en place les OKR chez 360. Bon, la première année, franchement, c'était nul. Ce qu'on faisait, on se rendait compte que les objectifs étaient à côté de la plaque, qu'en fait, on ne délivrait pas, qu'on savait pas, on avait mis des key results qui en fait n'étaient pas mesurables. Donc il y a aussi, je pense, il faut gagner en expertise. C'est pour ça, nous, on a dû l'apprendre et ça a mis très longtemps. C'est pour ça que je disais au début, un nouveau qui arrive chez 360, on lui donne un truc bien structuré qui marche et donc on accélère son acclimatation aux OKR. Okay. Je pense aussi que, donc ça c'est peut-être ça notre secret sauce du coup, je pense aussi que les OKR c'est notre secret sauce pour plein d'autres choses et comment on fonctionne en remote, comment on fonctionne en empowerant les gens et en les laissant responsables de leur succès et de leurs résultats. Qu'on peut bosser sur plusieurs time zones avec des gens de différentes cultures. Ces contrats je considère vraiment que c'est des contrats qu'on se signe les uns avec les autres, les OKR. Après, on peut ne pas atteindre des trucs et c'est fine. Ça fait partie du contrat aussi. Ça fait partie du contrat de se dire, on s'est dit ça au début et puis là, on se rend compte qu'on n'y arrive pas et c'est dommage, qu'est-ce qui se passe, on se justifie, on explique. Donc c'est aussi grâce à ça qu'on délivre correctement le produit, et que voilà, tout ce que je disais avant, le remote, le management par les objectifs, etc. C'est quoi tes conseils du coup, basés sur cette expérience un peu pour soit une start-up qui serait en train de déployer la méthode ou une équipe produit dans laquelle tu vois, ça ne marcherait pas hyper bien? C'est quoi les conseils importants qu'on pourrait retenir de votre expérience ici? Moi, je crois beaucoup au concept de lead by example. Donc tu peux le faire dans une entreprise de plusieurs façons différentes. Tu peux te dire, je pense que cette équipe-là, je la sens bien pour commencer à mettre en place les OKR, parce que c'est déjà des gens qui sont à l'aise avec les process, qui savent bien définir des objectifs, qui savent bien mesurer le succès. Voilà, tu peux identifier une équipe ou tu peux identifier un manager qui a ces compétences-là et qui va augmenter les probabilités de succès de cette initiative-là. Okay. Ensuite, ce que je disais aussi tout à l'heure, si le management n'y croit pas à ce truc-là et que le management ne va pas aller poser des questions à ses équipes sur où est-ce que tu en es sur les OKR, ça ne marchera pas. Donc il faut aussi, ça ne sert à rien d'essayer de les mettre en place si en fait les personnes qui doivent contrôler et challenger les équipes sur les résultats des OKR ne sont pas convaincus. Mon conseil, c'est quand même de passer du temps à les établir d'abord à l'échelle de l'entreprise et ensuite de les descendre petit à petit dans les équipe par équipe éventuellement. Parce que si à l'échelle de l'entreprise, on n'est pas clair sur les OKR, pareil, à un moment, ça ne va pas marcher. Même si les managers et tout le monde est à fond, si en fait on n'a pas compris que l'objectif de la boîte, c'est l'objectif A et pas l'objectif B, les OKR, on va finir par les jeter à la poubelle et ça va décevoir les équipes parce que c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Ok, hyper clair. Merci d'avoir partagé tout ça, en tout cas. Je pense que c'est hyper actionnable pour les gens, tu vois, qui se poseraient des questions. Et là, on a des exemples concrets, même en termes de format, tu vois, de restitution, de communication en interne. Donc, vraiment, merci pour tout ça. Dernière question. Qui est-ce que tu me conseillerais d'aller voir pour un prochain épisode de Product Backstage? Voilà, qui est-ce que tu connais et qui est vraiment qui a une pratique produit remarquable ou des gens qui t'inspirent?
Qui est-ce que je devrais aller voir? Alors, j'ai pas une personne en particulier. En revanche, récemment, ceux qui m'ont le plus impressionné et qui m'ont le plus intrigué, c'est Decathlon. Ouais. Donc Decathlon, je trouve que, en tout cas, quand on ne connaît pas ce qu'ils font en produit, on pense plutôt à leur côté retail. Bien sûr. Mais en fait, récemment, par plusieurs personnes différentes et plusieurs axes différents, j'ai rencontré des gens qui font du produit là-bas, dans différentes équipes. Et j'ai été vraiment impressionnée par la qualité de ce qu'ils font, notamment en termes de recherche utilisateur. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un truc à creuser avec les gens qui sont chez eux, parce que c'était de très haut niveau et ça m'a beaucoup inspiré sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec les OKR pour chez nous. Ok, top, super suggestion, on va aller les rencontrer. Merci encore Pauline de nous avoir reçus et puis à très bientôt. Merci à toi.